Alors, je me propose de vous parler aujourd'hui de l'invention du roman national entre guillemets, dans la Rome antique, l'exemple des origines de Rome. Tout d'abord, si vous le permettez, deux préalables. L'un à propos du mot tradition, l'autre à propos de l'expression roman national. D'abord, tradition. Le mot tradition revêt plusieurs sens, comme en atteste le dictionnaire Le Robert. Premier sens, doctrine ou pratique, religieuse ou morale, transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. Deuxième sens, information, plus ou moins légendaire, relative au passé, non consignée dans des documents originaux et transmise d'abord oralement de génération en génération, ensemble d'informations de ce genre. Troisième sens, manière ou ensemble de manières de penser, de faire ou d'agir, qui est un héritage du passé. C'est le sens numéro 2 qui va être abordé aujourd'hui. Ensuite, deuxième préalable, l'expression roman national. Je ne vous cache pas que j'ai été un peu gênée en recourant à cette expression eu égard au débat qui a eu lieu en France à propos de l'identité nationale. Ce débat a suscité d'énormes polémiques. Alors pour faire court, l'expression roman national qui a été popularisée par Pierre Nora désigne le récit patriotique centralisateur édifié par les historiens du XIXe siècle, tout à la louange de la construction de la nation. Il légitimise le patriotisme en le faisant remonter jusqu'aux temps anciens, et c'est ainsi que la France existerait depuis la Gaule, d'où le fameux « Nos ancêtres les Gaulois », entré dans l'histoire de France officielle au début du XIXe siècle. La République a propagé les messages qui associent étroitement les Gaulois au roman national auprès des générations d'écoliers français, et ce jusqu'aux années 1960. Enfin, dernière chose, l'exemplier que vous avez entre les mains présente les textes dans l'ordre chronologique des événements relatés par la tradition. Mes références à l'exemplier ne suivront pas forcément cet ordre, loin s'en faut. Le texte et la traduction sont tous empruntés à la CUF, la collection des universités de France, belles lettres, sauf mention contraire sur l'exemplier. Vous avez également entre les mains une sorte de pense-bête avec la chronologie établie d'après les données de la tradition. Alors je passe au vif du sujet. Les origines d'une cité donnent fréquemment naissance à des récits plus ou moins légendaires. Tel a été le cas par exemple de Carthage, fondée par Élissa Didon la Phénicienne. Tel a aussi été le cas de la Rome antique. À la question « quand et comment Rome, cette cité qui allait dominer durant des siècles une grande partie du monde alors connu autour de la Méditerranée, est-elle née ?» répond une vulgate transmise à Rome de siècle en siècle, qu'on désigne par le mot « tradition ». La question du rapport entre cette tradition et l'histoire est au centre des préoccupations des modernes, qui se partagent entre traditionnalistes et fidéistes d'une part, et hypercritiques de l'autre. Le débat, qui avait été lancé en 1738 par Louis de Beaufort, est plus que jamais d'actualité. L'étude des origines de Rome et l'émergence de la cité-État dans le centre de la péninsule
est devenu en quelque sorte un secteur spécifique des sciences de l'Antiquité. Je souhaiterais traiter aujourd'hui un autre aspect de cette question en me limitant à la tradition littéraire ou latine, ou parfois plus largement romaine, et voir de quelle manière elle s'est formée et en quelque sorte été inventée, entre guillemets, pour aboutir à un roman national. Alors je viens de dire tradition littéraire, ce qui veut dire donc que tout le pan iconographique, par exemple, est laissé de côté. Je suis spécialiste de langue et littérature latine, pas d'histoire ou d'archéologie. Et j'ai dit tradition littéraire latine ou plus largement romaine. Par tradition romaine, j'entends les textes écrits en grec, en latin, mais aussi en grec par des Grecs vivant dans l'orbite de Rome, tels que Plutarque et Denis d'Halicarnasse. La tradition, nous le verrons, est une réalité complexe et multiforme. Elle est aussi une réalité vivante et dynamique. Ce sont les deux thèmes que j'aborderai. Mais d'abord, que savons-nous, d'après les textes antiques, latins mais aussi grecs, des origines de la ville éternelle? À la fin de la République et au début de l'Empire, la tradition relative aux origines de Rome était la suivante. Vous voudrez bien m'excuser si l'une ou l'autre fois je vais enfoncer des portes ouvertes. Je vais commencer par une citation. Rome première est la fille de Troie rasée. C'est une citation de Michel Serres. Il était donc, une fois, un prince troyen est né, fils de la déesse Vénus et du mortel Anchise, qui, après avoir échappé à la destruction de Troie par les Grecs vers 1200 avant notre ère, s'en était allé chercher avec quelques compagnons un nouveau royaume. Est né, après des années d'errance en Méditerranée, aborde en Italie, dans le Latium, à l'embouchure du Tibre, sur une terre où étaient déjà passés, quelques dizaines d'années auparavant, les Grecs, Hercule et Évandre. Des signes divins signifient à Énée qu'il est au terme de ses errances et que c'est là la terre où son destin l'a poussé et où il a mission de fonder une nouvelle ville. Énée fait alliance avec le roi le roi du peuple local Latinus, qui gouverne le peuple des aborigènes. Il épouse sa fille, Lavinia, en l'honneur de laquelle il fonde la ville de Lavinium. Ce sont les textes 1 et 2, je ne les lis pas, ils sont suffisamment connus, ils sont une parfaite illustration de la Vulgate, l'un en prose et l'autre en vers. 30 ans plus tard, après la mort d'Énée, son fils Ascagne, encore appelé Iule, fonde à son tour une nouvelle ville, non loin de l'actuel Castel Gandolfo. Cette ville, située à quelque distance de Lavinium, est Albe la Longue, textes 3 et 4. Toujours suivant la Vulgate, 12 rois albins vont succéder à Ascagne. Leur règne occupe les 3 siècles qui séparent la fondation d'Albe et celle de Rome, texte 5. Fin du premier acte, qu'on peut intituler « La préhistoire lavinate et albaine de Rome ». Le 13e et dernier roi légitime d'Albe, Numitor, est détrôné par son frère cadet, Amulius. Ce dernier, pour éviter que Rhea Silvia, parfois appelée Ilia, la fille de Numitor, n'ait des enfants susceptibles de venger leur grand-père, en fait une Vestale. Mais passe par là le dieu Mars, et la jeune fille met au monde des jumeaux, Rémus et Romulus. Alerté, Amulius entreprend de faire périr les nouveau-nés et ordonne de les exposer sur les bords du Tibre. D'abord emportés par le courant,
Puis, ramenés prodigieusement sur la rive par une décrue soudaine, les enfants échappent à la mort grâce à l'intervention d'une louve qui les allaite. Les jumeaux sont ensuite recueillis et élevés par un berger. Devenus adultes, Rémus et Romulus tuent Amulius et restaurent leur grand-père sur le trône d'Albe. Peu après, ils quittent Albe pour aller fonder à leur tour une ville nouvelle, à l'endroit même où ils avaient été sauvés. Cette ville sera Rome. Qui fondera la ville ? Les deux frères prennent les auspices, Romulus sur la colline du Palatin, Rémus sur celle de l'Aventin. Texte 13. Le ciel décide en faveur du Palatin et de Romulus, qui se met en devoir de tracer l'enceinte de sa ville en creusant avec le soc d'une charrue un sillon tout autour du Palatin. C'est ainsi que fut fondée la ville le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, selon le compute varronien. Rémus, ayant par un sceau pénétré par dérision dans le périmètre que son frère venait de consacrer, est tué par son frère, irrité par ce sacrilège. Romulus est ainsi devenu le premier roi de la ville éternelle. Désormais s'ouvre l'histoire de Rome et de ses rois, donc troisième acte, la période royale. 7 rois vont se succéder, dont les 4 premiers sont alternativement latins et sabins. Les latins sont pacifiques, les latins sont belliqueux, les sabins sont pacifiques. Le fondateur de l'Ourps, Romulus, peuple sa ville en y accueillant des gens de son âge, et pour assurer aux habitants de la nouvelle ville une descendance, il fait enlever les filles de ses voisins, les Sabins. S'ensuit toute une série de conflits avec les cités voisines et avec les Sabins, qui, après la trahison de Tarpeia leur livrant le Capitole, affrontent les Romains en un combat qui se révèle indécis. Exemple parmi d'autres de récits relatant ces faits, le texte 17. Les Sabines, devenues romaines, interviennent alors et les deux peuples font alliance, pour ne faire qu'une cité. Romulus, ne l'oublions pas, passe aussi pour avoir donné à la ville un certain nombre d'institutions civiles et religieuses. Il aurait créé le Sénat, divisé le peuple en 30 curies et 3 tribus. Il lui aurait également donné des lois. Après un règne bien rempli, il disparaît mystérieusement et est divinisé. Le second roi, Numa Pompilius, un sabin pacifique d'une piété exemplaire conseillé par la nymphe Égérie, dote la communauté de ses institutions religieuses. Après lui viendra le terrible Tullus Hostilius, un latin belliqueux qui détruit Albe. C'est là que se situe le fameux épisode des Horaces et des Curias. Son successeur, Sabin, Ancus Martius, petit-fils par sa mère de Numa Pompilius, fonde Ostie, le port maritime de Rome, et mène une série de guerres victorieuses, installant d'autorité à Rome les habitants d'un certain nombre de cités latines conquises. À partir de 616, selon la tradition, Rome est commandée par des rois étrusques. Le premier roi est Tarquin, dit Tarquin l'Ancien. Venu de Tarquinie, il passe pour s'être fait élire après la mort d'Ancus Marcus. Sous son règne, le Sénat fut augmenté et on effectua de grands travaux à Rome. Tarquin est assassiné par les descendants d'Ancus Marcus. Sa veuve, l'impérieuse Tanachile, pousse alors sur le trône Servius Tullius, son gendre, un homme d'origine modeste qui avait été signalé par des prodiges étonnants comme protégé par la divinité. Si Numa est présenté par la tradition comme le fondateur des institutions religieuses, Servius Tullius, lui, passe pour avoir établi dans la constitution romaine le système des divisions en classes. Il agrandit Rome et fait construire l'enceinte servienne. Il divise par ailleurs le territoire de la ville en 4 tribus qui viennent remplacer les 3 tribus de Romulus. Texte 20.
Son gendre Tarquin le Superbe, fils ou petit-fils de Tarquin l'Ancien, le détrône. Il se conduit en véritable tyran, d'où son surnom Superbus, l'orgueilleux. À l'extérieur, il impose la domination de Rome aux Latins. Sur le plan intérieur, son œuvre la plus importante est la construction de la Cloaca Maxima et le début de la construction du temple de Jupiter, Junon et Minerve sur le Capitole. Il est chassé en 509 avant Jésus-Christ, après que son fils eut violé une honorable matrone, Lucrèce. Avec lui s'achève la domination étrusque sur Rome et la période royale. La période consulaire est mise en place. Jamais plus Rome n'aura de roi. Telle est donc la tradition littéraire, la Vulgate, rapportée par les anciens eux-mêmes dans des ouvrages divers qu'il convient d'examiner à présent. D'abord un constat. Le récit sur les origines de Rome a été mis en forme dans des textes dont les plus connus et les plus élaborés sont l'Énéide de Virgile, les vies consacrées à Romulus et à Numa par Plutarque, et surtout l'histoire de Tite-Live et les antiquités romaines de Denis d'Halicarnasse. Ces œuvres, qui datent de l'extrême fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et du début du 1er siècle après Jésus-Christ, ont été rédigées plusieurs siècles après l'époque qu'ils entendaient décrire. Elles ne sont en aucun cas des sources primaires et sont l'aboutissement d'un long processus. Elles ne sont par ailleurs que l'arbre qui cache la forêt, dans la mesure où les écrits que je viens de citer ne sont qu'une partie des textes littéraires relatifs à la tradition sur les origines de Rome. La tradition, je l'ai dit, est une réalité complexe et multiforme. Je vais en donner quelques exemples concrets. D'abord, l'un ou l'autre passage qui a suivi d'illustration à mon développement précédent. Le texte 1, qui portait sur l'arrivée des Troyens dans le Latium. Regardez à partir de la ligne 3. Texte 1. À partir d'ici, il y a deux traditions. Suivant l'une, c'est celle de Caton, c'est une histoire de guerre. Ce serait à la suite d'une défaite que Latinus se serait lié à Énée, d'abord par un traité puis par un mariage. Suivant l'autre, les deux armées étaient en présence, les clairons allaient sonner lorsque Latinus se serait avancé en première ligne, il aurait dit au chef des étrangers de sortir des rangs pour s'entretenir avec lui, et s'ensuit le récit d'une entente pacifique. Voir aussi le texte 21, qui est à mettre en regard du texte 21 vu plus haut, relatif à la création des tribus par Servius Tullius, lorsqu'il est dit « Servius Tullius divisa également tout le territoire en 26 circonscriptions, d'après ce qu'affirme Fabius, mais d'après Venonius patati patata, et cependant Caton, plus crédible qu'eux, précise, et il donne encore un autre chiffre. » Donc 3 traditions en présence rien que dans ce petit passage. Je vais en donner rapidement 3 autres exemples. Tout d'abord, la filiation de Romulus, qui est présentée dans certaines versions, notamment chez Naevius et chez Ennius, comme le petit-fils direct d'Énée, sans la fameuse dynastie albaine des 12 rois qui vont succéder à Ascagne, que nous avons vu dans le texte 5 et qui est la Vulgate. Autre exemple aussi, ce sont les textes 6, 7 et 8, avec pour le texte 8 une erreur de frappe. Il faut lire « il y a fille d'Énée » et pas « il y a fille d'Ilia », bien entendu. Autre exemple, le sort de Rhea Silvia, qui est tantôt tuée et tantôt simplement enchaînée et gardée prisonnière. Texte 9 à 12. Enfin, un dernier exemple, le lieu où a lieu la prise des hospices par les jumeaux fondateurs, pour déterminer qui des jumeaux va fonder la ville. Texte 14, où Romulus serait trouvé sur l'Aventin et non pas sur le Palatin. C'est le texte 14.
À l'intérieur même de la tradition littéraire romaine, on peut distinguer plusieurs courants. Le premier est le courant historico-analystique, le plus ancien et sans doute le plus riche. Il regroupe essentiellement les œuvres parvenues sous forme de fragments des annalistes républicains, vous en avez quelques exemples, textes 15, 18 et 21, et celles des grands récits suivis du début de l'Empire dus à Tite-Live, Denis et Plutarque. Il comprend aussi des œuvres d'abréviateurs tardifs, romains, Justin, Florus par exemple, ou byzantin. Le second courant est le courant érudit, l'érudition pouvant elle-même revêtir plusieurs visages, grammatical, lexical, religieuse, juridique, philosophique. Cette érudition, dont l'instrument favori est l'étymologie, s'intéresse à des points de détail en rapport direct avec ses centres d'intérêt. Une question de droit, une question de topographie, des noms propres de lieux, de peuples, de cités, des formules rituelles, de vieux mots oubliés. À titre d'exemple, on mentionnera Varron, Pline l'Ancien ou Solon, ou Solin, qui fournissent des notices de grande importance. Il faudrait aussi citer le lexicographe Festus et son abréviateur Paulus Festus, le grammairien Carisius et surtout Servius et Servius Auctus, commentaire de l'œuvre virgilienne familier à Laval. Le troisième courant, enfin, est poétique, aussi bien épique que dramatique ou élégiaque. Cette veine groupe des poètes de l'époque augustéenne, comme Virgile mentionné plus haut, ou Ovide, mais aussi des écrivains plus anciens, comme Ennius ou Naevius, auteurs d'annales en vers ou de pièces de théâtre. Exemple, les textes 2, 6, 7, 12, 14 et 17. De fait, on trouve trace de la légende sur les origines de Rome dans la littérature latine à une date bien antérieure à celle de la version que l'on peut qualifier de canonique, fixée par Tite-Live, Virgile, Denis et Plutarque. La tradition est en effet non seulement multiforme, comme je viens de le montrer, mais aussi vivante et dynamique. Le premier Romain à avoir rédigé la tradition est Fabius Pictor, qui, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, soit une trentaine d'années après la naissance de la littérature latine à Rome, a mis par écrit en grec une histoire déjà relativement détaillée des origines et des premiers siècles. La phase pré-fabienne est hélas fort mystérieuse. Il faut supposer à l'origine des cadres essentiellement d'origine folklorique et indo-européenne qui ont été remplis et gonflés. L'idéologie des trois fonctions, comme l'appelait Georges Dumézil, fonction de souveraineté, fonction guerrière, fonction de fécondité et de prospérité, a joué un rôle central dans l'élaboration du récit traditionnel. Chacun des rois qui se succèdent, au moins jusqu'à la période pré-étrusque, exprime une des fonctions, la première se repartissant même sur deux figures, puisque Romulus traduit l'aspect autoritaire, éventuellement violent de la souveraineté, tandis que Numa Pompilius n'en exprime que le côté religieux et pacifique fondé sur le droit. Quant à Tullius Hostilius, dont le récit se passe en guerre, il est un clair représentant de la deuxième fonction, la fonction guerrière, tandis que Ancus Martius peut, malgré les critiques qui ont été adressées à l'analyse dumésilienne sur ce point, passer pour un exact répondant à Rome de la troisième fonction. Ce cadre ancien a été actualisé par quelques motifs grecs et par de très nombreuses données romaines. Nous avons conservé, sous la plume de quelques écrivains grecs, des bribes de ce stade antérieur. Ces témoignages se résument à peu de choses, en l'occurrence quelques fragments dont je vais vous donner un aperçu. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hélanikos de Lesbos et son disciple Damaste de Sigé faisaient d'Énée le fondateur de Rome. Au 4e siècle, un grec de Sicile, Alkimos,
confiait ce rôle à Romos, petit-fils de Romolos et arrière-petit-fils d'Énée. Vers le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Timée, un autre grec de Sicile, dans un ouvrage consacré aux fondations des cités d'Occident, se fondant sur des informations locales, faisait d'Énée le fondateur de Lavinium. Selon Plutarque, le récit fait par Fabius Pictor sur la fondation de Rome par les jumeaux et sur leur enfance remonterait par ailleurs à Dioclès de Péparétos, qui devait être antérieur de quelques dizaines d'années à Fabius Pictor. D'autres versions sur la fondation de l'Ourps avaient par ailleurs cours, je vous en fais grâce. En dépit de la pauvreté de ces informations, on peut raisonnablement admettre l'existence d'un corpus traditionnel antérieur à Fabius Pictor qui comportait deux courants. L'un, indigène, faisait remonter la ville à des jumeaux dont l'histoire était liée à Albe, et l'autre, hellénocentrique, attribuait la fondation de Rome à un seul personnage lié au cycle troyen et dont le nom présentait des implications éponymiques, Romos, Romais, Romis, Romanos. Ces deux courants étaient vraisemblablement partiellement alimentés et entretenus par une tradition orale, sans qu'on puisse préjuger de l'importance et du rôle de celle-ci. Alors que la tradition préfabienne, même si elle nous échappe dans sa quasi-totalité, a subi des évolutions, semble avérée. Le rôle de Fabius Pictor dans la fixation de la trame générale du récit est plus que vraisemblable. Seuls 32 fragments de son œuvre sont parvenus jusqu'à nous, tous transmis par la tradition indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire de citations ou de résumés paraphrases faits par des auteurs postérieurs dans leurs propres œuvres. 17 d'entre eux, de longueur très inégale, d'une ligne à 7 pages, d'après l'édition de la CUF, se rapportent à la fondation de Rome et au 1er siècle. La question qu'on ne manquera pas de se poser est de savoir pourquoi Fabius Pictor a entrepris la rédaction de son ouvrage historique en consacrant une grande partie à la fondation de Rome et ses origines. Deux raisons peuvent être avancées. L'une a trait à la personne même de l'historien, l'autre au contexte politique de l'époque. Fabius Pictor fut homme de guerre, homme politique et ambassadeur. Il a vécu à l'époque de la Deuxième Guerre punique et y a pris une part active puisqu'il fut envoyé à Delphes pour consulter l'oracle après le désastre de Cannes face aux Carthaginois. De fait, au vu des fragments qui sont parvenus jusqu'à nous, l'histoire telle que la conçoit Fabius Pictor et que la concevront ses successeurs est une histoire nationale centrée autour de Rome avec des variantes allant du simple sentiment nationaliste à une nécessité polémique ou encore à une volonté de propagande. Le fait est patent et éclaire sans doute la raison pour laquelle le premier historiographe romain a eu recours au grec et non au latin pour écrire son ouvrage. Fabius Pictor, rappelons-le, a publié son œuvre durant le deuxième conflit romano-carthaginois. L'opinion internationale n'est guère favorable à Rome en cette fin de IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme a pu le constater Fabius Pictor en se rendant à Delphes en 216. Des voix s'élevaient alors dans le monde grec pour dénoncer le péril romain, et à Delphes même, les partisans de Philippe V de Macédoine avaient beau jeu de montrer que Rome, qui avait vaincu Pyrrhus, conquis la Grande Grèce, réduit la Sicile en province, et depuis peu pris le contrôle des Balkans, représentait un danger pour les Grecs. Ces sentiments d'antagonisme étaient entretenus par la propagande d'Hannibal, qui cherchait à entraîner derrière lui les Grecs encore prudents,
et par des historiens grecs à la solde d'Hannibal. Ces deux données, méfiance de la part des Grecs et propagande pro-carthaginoise, ont dû pousser Fabius Pictor à écrire une histoire nationale pour défendre les principes et la politique de Rome en matière de relations internationales définies par le Sénat. La littérature, dans ces conditions, peut être considérée comme la suite logique de la politique. Dans le cas de Fabius Pictor, son entreprise peut s'expliquer par le désir de justifier auprès des Grecs les actions présentes de Rome, mais aussi et surtout de se les concilier en montrant entre autres les liens qui les unissaient de par leur passé et contrecarrer la propagande carthaginoise. Il est vrai qu'elle peut avoir aussi d'autres motifs qui dépendent de la date à laquelle l'œuvre de Fabius Pictor a été rédigée. Signaler à ceux qui s'attendaient à voir Rome tomber après les défaites de Trasimène et de Cannes, que la ville était capable d'un sursaut digne d'une très grande nation, au passé ancien et glorieux, ou alors, si on admet que Fabius Pictor a écrit au moment où la victoire change de camp, célébrer la gloire de Rome victorieuse. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur un passé le plus reculé possible. C'est ce qu'a fait le père de l'histoire à Rome, dont l'œuvre, selon le témoignage de Denis d'Halicarnasse, comportait 3 parties, l'acticis, terme grec qui est très difficile à traduire en français, la traduction la plus proche est le mot fondation, l'archéologie de Rome et la période contemporaine. Dans tous les cas, il paraît incontestable que Fabius Pictor a cherché à forger une histoire nationale, non seulement face à l'ensemble du monde civilisé d'alors, mais aussi à destination de ses concitoyens, notamment de la classe dirigeante. On relèvera que tous les auteurs d'annales proprement dites qui ont succédé à Fabius Pictor ont emboîté le pas à leurs prédécesseurs et sont remontés jusqu'à la préfondation et à la fondation de Rome, privilégiant les temps anciens et l'époque contemporaine au détriment des premiers siècles de la République. Alors, est-ce à dire que c'est Fabius Pictor qui a inventé le récit de la fondation et des premiers siècles? Il est clair que notre historiographe n'est pas un créateur intégral. Il a transcrit et sans doute adapté une matière existante, transmise avant tout par la voie orale, et dans laquelle, pour reprendre l'expression de Jacques Hurgon, il a taillé et recousu de façon que la toile eût les dimensions prescrites, quitte peut-être à faire l'un ou l'autre ajout. Certains n'hésitent pas à lui imputer, par exemple, l'adjonction de la dynastie albaine, qui a été insérée dans la tradition pour combler l'énorme intervalle que les progrès de la chronologie antique avaient fait apparaître entre l'arrivée d'Énée dans le Latium et la fondation de Rome, et ce, à l'inverse de ses contemporains, les poètes épiques Naevius et Ennius. Ces derniers, je l'ai dit tout à l'heure, conservent la chronologie ancienne qui faisait de Romulus un petit-fils d'Énée. Alors, la tradition romaine post-fabienne, bien que dégageant une impression de cohésion et déviant peu de la toile fournie par Fabius Pictor, évoluera à son tour en se transformant, s'enrichissant et se diversifiant. Les facteurs responsables de cette évolution ont bien été analysés par Jacques Pousset, avec une petite précision, uniquement pour la tradition historico-analytique, pas pour les deux autres courants. On me permettra de les reprendre ici sous une forme abrégée en les adaptant à notre propos.
Premier facteur, les préoccupations littéraires et rhétoriques. Ce sont les plus évidentes. Qu'elles soient narratives, les auteurs développent le récit qu'ils trouvent chez leurs prédécesseurs, recherchant éventuellement la couleur, le pathos, le pittoresque, le dramatique, le romanesque, etc. Ou rhétorique. Cette tendance sera particulièrement manifeste à partir de l'analystique récente, soit à compter du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle atteindra son apogée avec Denis d'Halicarnasse. Il est clair que c'est ce qui domine aussi dans la tradition poétique. Deuxième facteur, l'amplification érudite ou gentilice. Elle s'exprime le plus souvent sous la forme de l'étiologie. Vous savez, l'étiologie qui consiste à dire qui est à l'origine d'une institution, un nom de lieu, etc. On se bornera ici à donner un exemple de l'amplification érudite, emprunté à Tite-Live, lorsque Tite-Live explique l'origine du cri « Thalasio » qu'on poussait lors des noces à Rome par un détail de l'enlèvement des Sabines sous le règne de Romulus. C'est le texte 16 qui est bien connu. Pour l'amplification gentilis, on citera entre autres exemples l'importance accordée par l'analyste récent Valerius Antias à la gens Valeria dès les débuts de Rome, ou la volonté de certains de faire remonter la gens Octavia à laquelle appartenait l'empereur Auguste, au moins jusqu'à l'époque de Tarquin l'Ancien. Troisième facteur, les corrections nationalistes. Elles visent à donner une image plus positive des premiers temps de Rome. Lucius Calpurnius Pison, un analyste du IIe siècle, bien connu de M. Baudou, qui lui a consacré sa thèse de doctorat, 2 énormes volumes. Donc, Calpurnius Pison ne supportait pas qu'une Romaine ait pu trahir sa patrie en la livrant aux Sabins, sous le règne de Romulus. Il a donc présenté une Tarpeia qui introduit bien les Sabins dans la citadelle du Capitole, mais dans des circonstances telles qu'elle n'a plus rien d'une traîtresse et devient au contraire une héroïne du patriotisme romain. C'est le texte 18. Quatrième facteur, les préoccupations politiques et idéologiques qui, elles aussi, ont une lourde responsabilité dans l'évolution de la tradition. Je m'explique. Il est clair que les événements politiques de la fin de la République, à savoir les affrontements entre le parti populaire et le parti aristocratique, ainsi que la lutte entre les grands généraux du temps, Marius et Sylla, César et Pompée, Octave et Antoine, ont joué un rôle dans le récit de la royauté. D'où la présence de la question agraire dans certains récits de la vie de Romulus ou de Servius Tullius, en écho aux pratiques des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. Servius Tullius est ainsi présenté chez Tite-Live et Denis comme menant une politique de type populaire en, je cite, « distribuant à chaque citoyen des terres conquises à l'ennemi ». Cette mesure repose sur des pratiques agraires anachroniques et reflète certains des arguments que Tiberius Gracchus avait invoqués à l'appui de sa loi agraire en 133 avant Jésus-Christ. J'espère que Madame Ernon ne me contredira pas sur ce point. De la même manière, la tradition sur les rois est empreinte de réflexion sur les relations du roi avec le Sénat ou avec le peuple, notamment sur l'importance respective du peuple et du Sénat dans la désignation du roi. Il est évident que les réflexions qui sont prêtées à Numa dans le texte 19 reflètent probablement les préoccupations des historiens de la République pris dans le tourbillon des luttes politiques de leur temps.
je le lis, ce n'est pas long. Voyant qu'en état de guerre, cette réforme était impossible parce que la vie militaire entretient l'humeur belliqueuse, il, c'est-à-dire Numa, pensa qu'il n'adoucirait ce peuple farouche qu'en le déshabituant du métier des armes. La tradition s'adapte aux préoccupations littéraires et morales de chaque auteur. Elle est tout aussi liée, sinon plus, aux conditions politiques, économiques, religieuses, institutionnelles de l'époque. On ne s'étonnera pas, par conséquent, de voir que Romulus est tantôt présenté sous une forme un jour favorable, tantôt comme un tyran qui paiera de sa vie son comportement antidémocratique. S'il faut en croire le byzantin Jean Malala, Licinius Macaire, analyste du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, aurait même dépeint un Romulus haï de tous. C'est le texte 15. La propagande silanienne avait idéalisé Romulus à l'image du dictateur. La réaction anti-silanienne en fit un tyran. J'en arrive à la conclusion, je crois que je suis tout juste dans les temps. De ce rapide survol, il ressort que dans la tradition romaine, certains motifs, à partir de Fabius Pictor, apparaissent comme des constantes. Romulus est systématiquement le fondateur de Rome. Numa, l'instituteur de la religion romaine. Tullus Hostilius, le destructeur d'Albe. Ancus Martius, le créateur d'Ostie. Tarquin l'Ancien, le bâtisseur du Capitole. Servius Tullius, le réorganisateur de la société romaine. Tarquin le Superbe, le maître des Latins. Le Romain est profondément attaché à la tradition, il se cherche une identité. Ce n'est pas par hasard si la première mise en forme de la tradition sur les origines de Rome a eu lieu à l'époque de la Deuxième Guerre punique. Ce n'est pas par hasard non plus si Caton le censeur, le célèbre instigateur de la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, a fait paraître à cette époque-là un ouvrage en 7 livres intitulé « Les origines », dont le premier avait pour sujet la fondation de Rome et l'époque royale. Les analystes qui lui succéderont feront de même. Un motif classé peut cependant être infléchi sans que la liberté de l'auteur soit totale. Pour ce faire, l'auteur a recours principalement à des anachronismes ou à des étiologies. Le résultat est remarquable. Avec du vieux, les rédacteurs de la tradition ont fait du neuf. Les éléments disparates au départ ont été fondus en une synthèse parfaitement réussie qui a traversé les siècles. À sa manière, la tradition exprime cette transcendance terrestre que fut pour les Romains la cité de Rome. Je vous remercie.